Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. C'est un constat alarmant dressé par UNIA. La violence homophobe augmente. De plus en plus de dossiers sont ouverts par le centre en lien avec l'orientation sexuelle. Cela inquiète aussi les associations qui militent pour les droits de la communauté LGBTQIA+. À quelques jours de la Pride, elles appellent à une réaction des autorités. On en parle ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais tout de suite accueillir sur le plateau et que je vais vous présenter en commençant par vous, Patrick Charlier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de UNIA et puis j'ai le plaisir de recevoir aussi Stéphane Barris, bonsoir. Vous êtes le coordinateur de la SBL Execo. Première question pour vous, Patrick Charlier. UNIA, on va citer un chiffre, UNIA a clôturé 136 dossiers en lien avec l'orientation sexuelle en 2024. On parle d'augmentation. Vous êtes inquiet aujourd'hui ? Oui, on est particulièrement inquiet parce qu'on voit que le nombre de dossiers n'est pas en augmentation, mais la violence des dossiers est en augmentation. Pour vous donner un exemple, 2022-2023, on va 2 ou 3 fois en justice par an. En 2024, on est à 7 dossiers judiciaires. En 2025, on est déjà à 4 et bientôt 5 dossiers judiciaires, alors qu'on est en cours d'année, avec un modus operandi qui est toujours le même, ou souvent le même, des guet-apens qui sont lancés au départ d'applications de rencontres et des violences, des agressions, des extorsions de fonds, des coups et blessures qui sont faites. Et c'est un phénomène nouveau pour nous, tel qu'on le constate dans les dossiers qu'on ouvre. Et donc on passe de plus en plus d'une violence verbale à une violence physique de plus en plus dure. Alors, il y avait déjà des violences physiques auparavant. On voit, quand on regarde la comparaison entre les comportements raciaux à l'égard de personnes au monde handicap, la violence physique a toujours été une caractéristique de l'homophobie, beaucoup plus que des violences racistes ou antisémites, par exemple. Je parle de violence physique, mais c'est ici une augmentation du nombre de dossiers qui sont constatés au cours des 2 dernières années. Alors aujourd'hui, Stéphane Barris, comment c'est vécu par la communauté ? Il y a des craintes vraiment ? Oui, je pense qu'il y a une inquiétude. Ce qui s'est passé l'été dernier était réellement inquiétant. On a eu l'occasion, nous, de faire passer des messages à travers cette même application où les agresseurs avaient contacté les victimes, ces fameux guet-apens. On a fait passer des messages en fait, d'alerte à la précaution, à des mesures toutes simples de bon sens qui sont de prendre le numéro de la personne, d'avoir un contact personnel avec elle, d'échanger un numéro de téléphone pour pouvoir s'assurer qu'elle existe bien et qu'on a un feeling avec elle un peu plus réel que ce qu'on peut avoir dans le virtuel. Oui, alors il y a un procès qui s'ouvre aujourd'hui, qui s'est ouvert cet après-midi, suite à ces guet-apens homophobes. On en avait parlé dans une des éditions de notre JT en juillet 2024. Je vous propose de revoir un extrait du reportage. Tout commence sur cette application. Un faux profil est créé en quelques clics. Les agresseurs choisissent leur proie et entament une discussion. La suite est tragique et se termine en agression. L'application utilisée et le peu d'assurance qu'elle procure sur la réelle identité des utilisateurs pousse à la prudence. Sur les rencontres en elles-mêmes, on invite réellement les personnes pour la première fois de se rendre dans des endroits où il y a du monde. Par exemple, les cafés au centre-ville ou près de chez soi, mais qu'il y ait vraiment un contrôle social autour de ces personnes pour qu'elles se sentent vraiment en sécurité. La suite se passe dans des parcs de l'ouest de Bruxelles. La discussion virtuelle se transforme en agression homophobe préméditée. Vous avez des victimes qui sont contactées via une application de rencontre, on leur donne un lieu de rendez-vous et une fois arrivées sur ce lieu de rendez-vous, elles sont prises à partie par plusieurs agresseurs et reçoivent coups et insultes et dans certains cas, ça s'accompagnait même d'un vol sous la contrainte. Au total, 5 agressions similaires en 2 semaines. Si cela semble déjà beaucoup, rien ne dit que ce nombre n'est pas sous-estimé. Selon les chiffres de la Rainbow House, seuls 15% des signalements se transforment en plainte. Alors Patrick Charlier, vous avez l'impression que ce qu'on vous signale, c'est sous-estimé, il y a des agressions qui ne se disent pas, qui n'arrivent pas chez vous ? Oui, certainement. Et parce qu'un des reproches qui est fait, ou une des menaces qui est faite, c'est de l'assimilation de l'homosexualité à la pédophilie. Et on sait qu'on a des victimes qui viennent chez nous, mais qui ne veulent pas aller en justice parce qu'ils ont peur de ces dégâts de réputation, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est cette accusation-là, ce stéréotype-là qui est utilisé par les auteurs d'agressions.
et donc les pièges qui sont tendus dans ce cadre-là. Oui, alors vous le disiez, hein, Stéphane, il y a des conseils qui sont donnés, ça c'était il y a 1 an, ces agressions homophobes via cette application et via ce type de processus, donc le guet-apens. Est-ce qu'aujourd'hui encore c'est utilisé? Vous avez des retours que ça existe encore, ou alors ça a été un épiphénomène qui a diminué aujourd'hui? On n'a pas de retour sur ces guet-apens. On sait qu'il y a des violences homophobes, verbales ou physiques en ville. Ça, c'est quelque chose de courant. En fait, en étant une personne LGBTI, on grandit avec la conscience en fait, de ce que peut être un espace où on peut être soi-même et des espaces où au contraire, on doit faire attention. Alors, attention en particulier à avoir des gestes amoureux ou de tendresse envers son compagnon ou sa compagne. Sur le virtuel, on n'a pas de remontée en ce moment. C'est une des victimes des guet-apens l'an dernier, est un de nos volontaires, et je peux vraiment attester du sérieux, du traumatisme en fait qu'il a subi à cet épisode, durant cet épisode. Oui, et vous attendez quoi de ce procès qui s'est ouvert cet après-midi? Justice, bien sûr, hein, que la justice soit rendue dans la stricte application de la loi. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il s'agisse en fait d'un crime à caractère homophobe. C'est un crime crapuleux, mais il vient dans un contexte où l'homosexualité est aussi associée à la pédophilie, ce qui est un contresens, ce qui n'a pas lieu d'être, et où l'homosexualité est vraiment... la peur, la violence, en fait, sont réelles quoi, sur le moment de cet épisode. Donc, ce qu'on voit sur Bruxelles, c'est un ensemble de dispositifs qui permettent justement de faire un suivi et d'accompagner en fait ces phénomènes, de porter recours aux victimes. Mais ces dispositifs sont un peu épars et sont difficilement de fait identifiables par la communauté LGBTI. Alors dernièrement, on voit sur la page du commissariat de Bruxelles en fait un point contact LGBTI. Ça, c'est une avancée qui est importante, qu'il faut signaler. Donc sur un moteur de recherche, vous tapez simplement point de contact LGBTI Bruxelles, police, et vous trouverez ce formulaire, et vous trouverez également le dispositif mis en place par la Rainbow House Brussels. Oui, alors on essaie de trouver des explications, Patrick Charlier. Quand vous instruisez ces dossiers, comment vous l'expliquez, cette montée finalement d'une certaine violence homophobe? Alors, la violence a toujours existé en matière d'homophobie. C'est lié à une forme de réaction viscérale par rapport à l'homosexualité, et notamment quand vous expliquez la visibilité, ça suscite des réactions qui renvoient à des représentations des rôles de genre, hein, la masculinité, et des personnes qui se sentent insécurisées et qui réagissent de cette manière-là, parce que dans le même temps, les études sur la tolérance montrent que intellectuellement, l'égalité de droit est relativement fortement acceptée dans la société belge. On n'a pas connu, comme en France, des mouvements contre le mariage pour tous, contre la parentalité, etc. Et donc, il y a une acceptation sociale de l'homosexualité, mais lorsqu'il y a des personnes qui sont confrontées, se sentent insécurisées et vont réagir, et de manière extrêmement violente, malheureusement. Oui, et vous avez l'impression que ça peut être lié peut-être à un durcissement d'un certain discours religieux ou autre? Alors, il y a la question du discours religieux, il y a aussi tout le discours anti-wokiste qui vient mettre en cause le respect des minorités et l'expression d'une identité minoritaire dans la société. Et je pense que ça participe d'un mouvement général. On voit ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et on connaît ce vent aussi qui montre que peut-être que cette tolérance va diminuer aussi et va apporter une plus grande acceptation, malheureusement, des agressions. Oui, c'est ce que vous craignez, ça, que cette banalisation devienne de plus en plus grande pour divers facteurs que vous venez de citer? Oui, je pense que c'est une crainte qu'on peut avoir dans les années qui viennent, malheureusement, oui. Oui. Alors, il y a une régression, selon vous, si on compare à quelques années auparavant, en termes de respect des droits? Je pense qu'il y a une ambiance politique qui est reportée par les médias qui vise à instrumentaliser en fait nos droits, nos existences en tant que personnes LGBTQIA+, pour distraire en fait des véritables enjeux économiques et de redistribution, en fait, de comment on s'organise en société. Et ce discours qui se transforme en bataille culturelle, alors on l'appelle wokiste ou autre, c'est un leurre en fait, c'est une distraction qui est apportée
aux gens pour ne pas faire société, en fait. Je ne pense pas que les gens soient plus... que cette violence va se banaliser. Je pense que la société est avec nous. Il y a eu vraiment des progrès dans nos sociétés occidentales. Par contre, les personnes qui sont déjà, qui ont cette violence en elles, sont en quelque sorte facilitées par ce discours ambiant. Et je pense aussi qu'il y a un souci avec la façon dont on vit nos masculinités de nos jours. Et la violence que l'on voit, la violence extrême qu'on voit dans les viols ou dans les violences homophobes, en fait, elle a beaucoup à voir, à mon sens, avec des espèces de rites de passage pour réaffirmer sa masculinité. Ouais. Et donc vous avez l'impression que pour la communauté, ça se traduit par une conduite différente. Par exemple, s'afficher en rue, c'est plus compliqué aujourd'hui. Avoir des gestes, c'est plus compliqué aujourd'hui, ou pas? Je pense que c'est moins compliqué. Moi, je le fais pratiquement tous les jours en rue dans le centre de Bruxelles. C'est le centre de Bruxelles. C'est aussi. J'ai conscience que je vis dans une bulle, mais c'est une bulle qui est très multiculturelle, où beaucoup de personnes de parcours de vie différents sont présents. Et je ne ressens pas la même, en tous les cas, pour l'instant. Ça, c'est votre cas. Et quand vous en parlez avec d'autres personnes? Les gens, de manière générale, savent, comme je le disais, où se comporter, où exprimer leur affection, dans quel secteur, dans quel quartier le faire ou pas. Oui. Et ça, c'est un véritable problème, parce que ça veut dire qu'on n'est pas libre, en fait, d'être qui on est, et on doit toujours être sur nos gardes, en quelque sorte. Et d'où... Les gens ont du mal souvent à comprendre pourquoi il y a cet effet ghetto, ou cet effet ce besoin d'un safe space, mais... il est nécessaire, en fait, parce que ce sont des endroits où on peut se connaître et se reconnaître en l'autre et se construire un parcours en tant que personne LGBTI et s'épanouir, finalement, à l'abri, justement, de la crainte. Oui. De cette violence. Oui, et pourtant, Patrick Charlier, on a longtemps présenté la Belgique comme étant précurseur en matière de droits LGBT. Même le caractère discriminatoire, c'est une circonstance aggravante en justice, et malgré ça, ça n'empêche pas une certaine banalisation. Alors, une certaine banalisation. Maintenant, sur l'index qui paraît à l'occasion du 17 mai, la Belgique se retrouve en deuxième position sur l'index européen. Et donc, on est quand même bien situé par rapport à d'autres pays. Il y a peut-être une avancée qui est extrêmement importante, parce qu'on parle des actes de haine, mais il y a aussi les discours. Et le discours de haine à caractère homophobe n'est pas correctionnalisé. Et donc, il y a une impunité de fait. Nous avons des dossiers où il y a des propos incitant à la haine, à la violence, à la discrimination à l'égard des personnes homosexuelles, parfois extrêmement violents, qui ne sont pas poursuivis parce que ça relève de la cour d'assises. Au contraire, des délits de presse à caractère raciste qui, eux, sont correctionnalisés et sont poursuivis. Et là, nous demandons une réforme de l'article 150 de la Constitution pour correctionnaliser l'ensemble des délits de haine. Et là, je pense qu'en matière d'homophobie, il y a un véritable enjeu aujourd'hui, parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit dans certaines publications, et parfois dans certaines publications religieuses, qui sont extrêmement violentes, qui appellent à tuer et à pendre, à brûler les homosexuels, ne sont pas poursuivis, et c'est un regret. Oui, et donc on parle de banalisation, et le fait que, par exemple, le patron de Facebook dit qu'il y aura moins de modération à l'avenir, ça vous inspire quoi? Ça encore plus d'inquiétude pour l'avenir? Oui, effectivement, et là, au niveau européen, on a peut-être la chance d'avoir une régulation qui est mise en place à travers ce qu'on appelle le Digital Service Act, qui vise à réguler cela. Alors c'est bien que ce soit au niveau européen, parce qu'un pays seul ne sait pas le faire. Il est en train d'être mis en œuvre aujourd'hui, et on peut espérer que dans l'espace européen, cette régulation va pouvoir se faire, à défaut de pouvoir se faire au niveau des réseaux sociaux, au niveau mondial. Oui, alors Steven appelait à la justice par rapport à ce procès qui vient de s'ouvrir. Est-ce que vous avez l'impression que ce genre de procès, qui peut se traduire par une condamnation, ça a des conséquences, en fait, sur les attitudes futures? Oui, alors ce qui est important, comme vous l'avez signalé, c'est une circonstance aggravante, c'est ce qu'on appelle un crime de haine. Et en fait, c'est un crime avec un message, parce que ce n'est pas uniquement la personne qui était victime des coups, c'est un message que l'on donne à toutes les personnes qui partagent la caractéristique en question, que ce soit un crime antisémite, homophobe, islamophobe ou autre. C'est le message qu'on envoie à toutes les personnes qui partagent cela. Et donc c'est pour ça que c'est une circonstance aggravante, c'est parce que ce n'est pas, entre guillemets, une
simple agression, il y a ce mobile abject qui est là. Et donc, c'est un message aussi qu'on espère de la justice extrêmement ferme de dire notre société n'accepte pas ce type de comportement. Oui, alors les associations, aujourd'hui, ce qu'elles disent, c'est si vous êtes victime d'un acte homophobe, signalez-le. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est plus facile de le faire? Parce que vous signalez dans votre carte blanche que vous avez écrit qu'il y a toute une série de raisons qui font qu'à un moment donné, on n'ose pas porter plainte. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui, effectivement, qu'il y a des dispositifs Tout ça est en train de se mettre en place à Bruxelles. Il y a une réelle volonté politique. On avait été reçu à l'époque par M. Claus suite au guet-apens. Il avait mis autour de la table la police, d'autres administrations. Donc oui, je pense que c'est plus facile, mais je pense que du côté, justement, des membres de la communauté, il y a certainement encore une inquiétude à l'idée de devoir se raconter et raconter à nouveau un épisode de violence devant un officier de justice. Oui, puisque vous dites aussi, il y a aussi la peur d'avouer une inscription sur une application de rencontre, la peur de ne pas être bien reçu, la peur d'être stigmatisé. La peur de ne pas être pris au sérieux également, de dire, ben voilà, c'est quelque chose... Qu'attends-tu? Voilà, tu t'exposes sur ces applications, tu t'exposes sur la place publique, et donc... c'est vraiment regrettable, mais je pense que la peur doit changer de camp. Je pense que les personnes... Enfin, moi, j'invite toutes les personnes de la communauté, les personnes LGBTI, à reporter ces violences pour qu'effectivement ces statistiques continuent à croître, qu'on prenne conscience du phénomène et qu'on passe d'une logique de revendication à une logique de politique publique où on met non seulement en place des politiques publiques, mais on les finance avec des ressources humaines pour corriger ces injustices et pour corriger ce mal-être. Oui, alors Patrick Charrier-Ahunia, vous plaidez pour que la police soit formée à ce type de prise de plainte. Vous assurez même certaines formations, vous l'avez fait à un moment donné. Est-ce que vous avez l'impression, ça, aujourd'hui, que c'est rentré dans les mœurs policières ? De plus en plus, et certainement dans les zones de police des grandes villes, qui sont sensibilisées, qui sont conscientisées. C'est vrai que si on va parler d'homophobie dans une petite zone de police, c'est des choses qu'ils rencontrent moins. Mais dans les grandes villes, il y a maintenant, grâce à une circulaire de procureurs généraux, des policiers de référence dans chacune des zones de police. Il y a des magistrats de référence. C'est grâce à ça qu'on met en place des points de contact. Ils forment leurs propres collègues et sensibilisent. Et donc là, il y a une avancée, effectivement, dans ce cadre-là. Mais ça ne suffit pas. Il faut peut-être aussi signaler que les études montrent que quand on est victime d'une discrimination, d'une agression, etc., on hésite parfois à réagir en justice parce qu'il y a ce qu'on appelle la double victimisation. Suivre tout un procès judiciaire, etc. C'est extrêmement lourd. L'accompagnement des victimes est quelque chose qui est important, mais parfois c'est très très difficile de revivre des choses. Il y en a parfois envie de fermer, de tourner la page, ce qui n'est pas une bonne chose, mais c'est quelque chose que l'on connaît en criminologie, ce système de double victimisation quand on est agressé et qu'on veut réagir mais qu'on n'ose pas le faire. Oui, alors dans la prise en charge de ce phénomène, vous plaidez, toutes les associations plaident pour la réalisation d'un plan d'action interfédéral qui renforce finalement la collaboration entre niveaux de pouvoir, parce que dites-vous, il y a différents plans selon les régions. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui ? Je pense qu'il faut mettre en pratique, il faut mettre en œuvre cette mécanique en fait, d'accompagnement du phénomène. Il faut continuer à former les policiers, il faut continuer à investir dans ces politiques publiques. Il faut rentrer dans une espèce de normalisation, au contraire de cet accompagnement, pour que les personnes LGBTQIA+, aient l'assurance en fait, d'être bien accueillies, d'être bien écoutées et d'être bien réorientées en fait, vers des services. Et ça veut dire qu'en termes de prise en charge, si on est victime d'une agression en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, la prise en charge sera différente aujourd'hui. On ne sera pas accueilli de la même façon. Certainement. Enfin, pour ma part, on s'occupe, pour la part d'Execo, on s'occupe de Bruxelles. Et ce qu'on aimerait voir, c'est un lien plus fort, enfin une piste possible serait un lien plus fort vers les centres de prise en charge des violences sexuelles, parce que c'est déjà un appareil nouveau, très agile, qui est très respecté. Oui, c'est ce que vous demandez en fait, qu'on élargisse les compétences des centres de prise en charge des violences sexuelles, comme il y a celui de la rue Haute, et que les personnes victimes d'agressions homophobes puissent s'y rendre. Tout à fait. En fait, on est là face à des bonnes volontés dans plusieurs milieux, dans la police, dans les associations,
dans différents acteurs, UNIA bien évidemment, les centres, les CPVS également, mais tout ça repose beaucoup sur de bonnes intentions et il est temps de formaliser tout ça pour que une personne LGBT... La véritable question, c'est qu'une personne LGBT qui souffre d'un épisode de violence, elle sache immédiatement où aller. Elle n'hésite pas parce qu'elle sait qu'elle va être bien accueillie et on va l'orienter en fait dans ce... Une autre piste qu'on est en train de regarder, c'est d'avoir des listes d'avocats également, peut-être un fonds de solidarité pour payer les frais d'avocats pour les victimes. Voilà, faire en sorte que ce sujet devienne de plus en plus, se structure pour mieux y répondre. Oui, vous partagez ce point de vue. Il manque actuellement certains instruments pour rendre finalement le dépôt de plainte plus efficace et la prise en charge je plus pense efficace. qu'il faut fluidifier le rôle de tous les acteurs qui sont là, parce que les acteurs sont là, les acteurs associatifs, les acteurs policiers, les acteurs institutionnels, etc. Il y a une grosse communication qui est faite. C'est vrai que le 17 mai, toujours l'occasion de faire une grosse communication, sensibilisation, etc. Et je pense qu'on doit mettre en place les mécanismes qui fluidifient. C'est pas seulement pousser les personnes à porter plainte, c'est aussi les accompagner durant tout le processus, qu'elles ne soient pas seules confrontées à ces procédures qui sont en cours. Alors, une question encore, parce qu'on a parlé de délit pénal, il y a aussi d'autres types de discrimination, discrimination à l'embauche notamment, discrimination dans le milieu du travail. Est-ce que vous constatez le même phénomène pour les autres discriminations? Alors, ça c'est quelque chose qui est particulier, c'est qu'en matière de discrimination ou d'homophobie, c'est surtout les violences et les discours de haine, relativement peu de discrimination. En matière d'emploi, ce qui arrive assez souvent, c'est des questions de harcèlement sur le lieu de travail, soi-disant au nom de l'humour, etc. Ça, c'est une difficulté. Mais on a beaucoup moins de dossiers de refus, de recrutement de personnes homosexuelles, d'offres de logement ou d'accès à des lieux Horeca que pour d'autres critères. Ça arrive beaucoup plus souvent pour les personnes d'origine afrodescendante, par exemple, ou pour les personnes d'origine maghrébine, etc., qui, eux, sont confrontés beaucoup plus à de la discrimination au sens strict. Moins de dossiers de discrimination sont rapportés chez nous. Oui, alors vous partagez ce point de vue, on vous revient moins avec des discriminations dans le domaine du travail, peut-être pas vous, Execo, mais d'autres associations? Je pense que le milieu associatif s'organise. On a par exemple Open at Work, qui est une association qui réunit des employés LGBTQIA+. Et donc, nous sommes de plus en plus visibles dans toutes les sphères de la société et à notre avantage, bien évidemment. Mais comme je le disais, tout ça repose beaucoup sur des bonnes intentions. Et ce qu'on aimerait voir des différents gouvernements, c'est un véritable engagement en fait renouvelé, et ce qu'on voit avec le désengagement de l'État par rapport à UNIA et la baisse de la taxe de la déductibilité des dons pour les associations, ce ne sont pas des signes qui nous encouragent, parce qu'on sait que pour changer, transformer la société, il faut des moyens. Execo, c'est par exemple une petite association de 4 personnes qui fait beaucoup de bruit, qui essaie de faire beaucoup de bruit, mais on manque de ressources humaines pour faire mieux. Donc on est là sur beaucoup de terrain et on bricole des solutions, on alerte, mais on aimerait pouvoir s'asseoir à la table avec le gouvernement pour mettre en place des processus plus fluides. Oui, dernière question pour vous, Patrick Charlier. UNIA a été soumis à un plan de restructuration, une diminution des moyens budgétaires. Est-ce que ça va avoir une conséquence sur ce que vous mettez en chantier pour lutter notamment contre les agressions homophobes? Alors, un exemple très concret, et pour répondre à ce que vous venez de dire, nous avions un budget pour faire un fonds de défense et pour pouvoir prendre en charge le coût des procédures de victimes qui étaient en situation plus précaire et plus vulnérable sans bénéficier du Prodéo. On a dû mettre fin à ce fonds parce qu'on a perdu un budget lié aux décisions qui ont été prises par le nouveau gouvernement. Oui, donc ça a des conséquences sur le terrain. Très concret, oui. Ouais. Très concret. Merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience et votre point de vue sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.